Merci pour votre présence ici à la salle des Marronniers. Je me présente, je m'appelle Julien Duras, je suis le président d'MPEJ, qui veut dire Mouvement Parents Enfants Jeunesse. On est une association à but, on travaille en systémique pour toute la Suisse romande, qui aborde les problématiques des enfants et familles séparées, victimes des intervenants de la DGEJ et de la justice. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de nos membres actifs du comité. Maître Benoît Sossonant sur ma droite, qui est membre actif section fribourgeoise. À côté, vous avez Thierry Japon, membre actif et consultant juridique. Sur ma gauche, Philippe Robertson, membre actif section genevoise. Clément Willy qui sera là pour présenter son témoignage. Nous avons encore d'autres membres malheureusement qui n'ont pas pu venir, qui font partie du section neuchâteloise, valaisanne, et je crois que j'oublie personne là pour le moment. Voilà. Donc je vais vous faire une présentation concernant le but de notre démarche, pourquoi nous demandons la démission de Madame Chic. Alors, voilà. Alors, on va faire l'introduction. Je vous ai fait l'introduction. Vous allez entendre un enregistrement qui va durer plus ou moins 12 minutes. Le témoignage, donc j'ai fait recueillir un témoignage auprès de l'ex-employé de la DGEJ qui s'appelle Maxime. Vous allez avoir l'intervention de Maître Sossonant, de Thierry Jaton. Vous allez avoir l'intervention de Clément Willy, le fondateur, le fédérateur des projets de médiation sur les mesures coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux. Je laisserai la parole aussi aux journalistes, alors vous pouvez nous interrompre sans problème, et la parole au public, peut-être à la fin. Enfin, pas peut-être, c'est sûr. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous avez pris connaissance du rapport Roulier en avril-septembre 2018. Aujourd'hui, eh ben, effectivement, notre demande de démission de Madame Chic, c'est la suite à ça. Donc, on demande, donc ça a été demandé un changement et réforme. Donc, à l'époque, ça s'appelait le SPJ, aujourd'hui la DGEJ. C'est à partir du rapport du juge Roulier que Madame Chic a été nommée directrice de la DGEJ. Suite à cette nomination, il n'y a eu aucun changement. Le problème est systémique dans tout le département de la DGEJ qui dysfonctionne. Nous vous présentons à travers différents items ce qui questionne grandement et ce qui pose problème dans ce service en termes de dysfonctionnement, de manquement et les résultats parfois dévastatrices qui en découlent. Notre visée ici étant de nous centrer exclusivement sur la protection des mineurs. Pour ce faire, nous nous sommes référés aux missions de la DGEJ, en les confrontant au cahier des charges des intervenants principaux de ce service, à savoir les assistants sociaux pour la protection des mineurs, la SPEM, des 5 offices régionaux de la protection des mineurs, l'ORPM, et des responsables de mandats d'évaluation RME, service UMS, unité d'évaluation, mission spécifique intervenant dans le cadre séparation et divorce. De même, nous avons mis en évidence le non-respect des réformes demandées par le juge fédéral Roulier dans son rapport établi en septembre 2018 au terme de l'enquête administrative ordonnée par le Conseil d'État du canton de Vaud, suite à la découverte d'une grave affaire de maltraitance et d'abus sexuels. Rapport pour le moins complet puisqu'il fait 184 pages. Tous ces différents points, une fois réunis, démontrent à l'évidence l'impact de ces manquements pour les mineurs et leurs familles. En second lieu, nous avons recontextualisé ces problématiques en les confrontant à la réalité pratique des titres intervenants de la DGEJ et sous forme de questions. Ce qui nous a mené à non seulement mettre en lumière les lourdes conséquences avec des effets en cascade pouvant être dramatique pour le devenir des enfants et de leurs parents. Par ailleurs, en vue de mieux comprendre les enjeux et logiques des interventions de la DGEJ, nous avons développé différents concepts psychosociaux pouvant les expliquer.
Nous nous interrogeons fortement sur le fait que les différentes instances décisionnelles, justice de paix, tribunal d'arrondissement, tribunal cantonal, etc., prennent leurs décisions en prenant appui sur les rapports et propos de la DGEJ, et que les dites décisions ne soient qu'exclusivement guidées par ce service. Au fil de notre développement et des nombreuses questions posées, se profilent des solutions possibles, non exhaustives, certes bien, confrontent d'une part le mérite d'y avoir réfléchi, à d'autre part l'amorce de réponses que seul un changement de direction pourrait appréhender en plaçant l'enfant au cœur des suivis entrepris par la DGEJ. Enfin, nous avons indubitablement conclu que Madame Manonchic, directrice de la DGEJ, ne possède pas les compétences en termes de formation en lien avec la protection des mineurs. Et tout ce que cela sous-entend est que, de ce fait, elle ne maîtrise pas la réalité de terrain de ses collaborateurs. Elle entend à traiter les solutions en protégeant son service et souvent bien tristement au détriment des mineurs et leurs parents. Nous avons en possession donc la synthèse de la demande de démission, la lettre, une demande de démission qui fait 17 pages, ainsi le dossier ZIP qui concerne les cahiers des charges, l'organigramme, etc. Pétition, enregistrement et le dernier article apparu dans le Lausanne Cité. Nous avons travaillé pendant presque, je dirais même plus d'une année, pour constituer ces dossiers dont je pourrais mettre, dont j'ai déjà mis en main à des journalistes et ceux qui souhaitent le recevoir. Voilà, merci, je vous ai présenté cette introduction. Maintenant, je vais laisser la parole à Maître Benoît. Oui. Est-ce que le rapport est disponible, il est public, le rapport rouillé? Oui, il est public. Donc sur le site, alors moi je l'ai, parce qu'il est dedans dans le dossier ZIP. Il y a les 182 pages, effectivement. Si je peux le... Ouais, je pourrais... ouais, pas de souci. Je vais m'attacher à ça. Ouais, ok, pas de souci. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole à... non, on va écouter l'enregistrement. Pardon, excusez-moi. Alors, je vais juste... Voilà. Ok, voilà. Alors, on va attaquer... Voilà, alors vous allez me dire si c'est trop fort ou pas assez. Oui, allô? Oui, bonjour Maxime, Julien Duras, à l'appareil. Écoutez, je vous appelle parce qu'on s'était déjà entretenu par téléphone, nous aviez contacté concernant notre pétition qui était sorti en novembre de 2024 et au 1er avril 2025, le Conseil d'État a rejeté notre pétition. En deux mots, est-ce que vous voulez nous expliquer qu'est-ce que vous faites comme travail? Alors, j'ai travaillé quelques années à la DGEJ. J'y suis plus depuis autant d'années, on va dire. J'ai 38 ans et je suis père d'un petit garçon de 8 ans. Voilà. Et j'en dirai pas plus puisque je dois rester anonyme. D'accord, très bien. Alors écoutez, je crois que je vais enchaîner directement avec ma première question, d'où pourquoi je vous appelle. Alors, oui. Selon vos observations au sein des deux services phares de la DGEJ, à savoir l'ORPM, Office régional de la protection des mineurs, et l'UEMS, Unité d'évaluation et mission spécifique, pensez-vous que les ASPEM, assistants sociaux pour la protection de mineurs, et RME, responsables de mandats d'évaluation, sont formés dans l'approche des familles originaires de différentes cultures? Alors, bon, j'ai essayé d'être bref, mais déjà je pense qu'ils sont déjà pas formés dans l'approche des familles tout court. Et puis si on prend en compte qu'effectivement il y a toujours plus de familles étrangères en Suisse et que c'est forcément essentiel de pouvoir adapter des approches en tenant compte de leur culture, leurs références puis leurs croyances, ma réponse est non. Il est assez rare que les intervenants, que ce soit les ASPM ou les RME,
qu'ils soient formés en ethnologie, j'ai même envie de dire, voire même qu'ils prennent le temps de s'y intéresser. Selon moi, c'est clairement l'expression d'un dysfonctionnement assez grave qui ne peut, comment je peux dire, qu'entraver une analyse en fait objective des situations déjà complexes par définition, puisque l'on touche au système familial. Très intéressant, merci. Je vais passer à ma deuxième question. Puisque nous évoquons la problématique des formations, auriez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Oui, il y a beaucoup à dire, mais si... bon, d'abord, j'ai pris connaissance de votre document, hein, et j'aimerais ajouter une chose importante qui vient s'ajouter à toutes les problématiques que vous soulevez. En fait, vous évoquez qu'en majorité, les professionnels n'ont pas les formations suffisantes ni l'expérience requise, on va dire, pour ce type d'intervention, et là, je vous rejoins tout à fait. Par contre, j'aimerais préciser une chose et que j'ai à plusieurs fois constaté, en fait. Quand un professionnel de la DGEJ, et j'en ai rencontré bon nombre, possède par exemple les diverses formations nécessaires, pour ne pas dire essentielles, ainsi que l'expérience, et qui ne sont pas en accord avec leur hiérarchie pour une raison ou une autre, parce que justement ils tentent d'aller à contre-courant de ce qui pose problème dans ce service, eh bien, comment je vais formuler ça? Madame Chic vit à ses comparses des ressources humaines. Elle reconduit pas les contrats de travail s'il s'agit par exemple d'un CDD, ou pire encore, hein, elle va leur mettre une vraie pression pour lui pousser à la démission, voire même parfois les renvoyer pour des motifs obscurs. À partir de là, il en découle beaucoup de choses, hein, parce qu'elle va pouvoir engager d'autres personnes qui, de nouveau, n'ont pas les compétences ou les formations adaptées, ni même l'expérience que requiert l'approche de telles situations. Alors, c'est en fait une boucle sans fin, quoi. Il faut quand même savoir que quand ça touche à la relation humaine, les professionnels, ils doivent pouvoir, ils ont même le devoir d'avoir une approche multidimensionnelle et tenir compte des interactions qui échouent dans une famille. Et c'est pas rien, quoi. En réalité, moi, ce que j'ai pu observer, hein, les nouvelles recrues, elles vont être retenues et engagées parce que elles sont pressenties comme ils sont pressentis comme de bons petits soldats, sans esprit critique, puis ils vont obéir tête baissée à la hiérarchie. Alors ça, c'est encore un vrai problème, parce que ça vient alimenter, si je puis dire, le problème de fond. C'est ce qui me fait vraiment peur, parce que les répercussions, c'est en domino qu'elles vont inévitablement se faire sentir, et avec toutes les conséquences pour les mineurs et leurs familles. Donc, ce service, moi je pense, je fais pas que penser, hein, je l'ai expérimenté, il n'est pas en général dans la protection de l'enfant, tout ce qui en découle, mais il se protège lui-même, ce qui en fait les entraîne dans des logiques des fois consternantes, évidemment, soutenues et alimentées par Madame Chic elle-même. Encore une fois, très intéressant. Ça va, je peux vous poser ma troisième question? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait selon vous que Madame Chic, en toute impunité, n'ait aucunement à répondre et justifier de ce qu'elle a concrètement mis en place pour pallier et éviter que se reproduise ce qui a motivé le rapport Rouillé et aux nombreuses demandes de réforme? Alors, le rapport Rouillé, je me permets de donner une précision, il a été quand même écrit par un juge fédéral, ce qui n'est pas rien. Et malgré tout, très peu de choses ont été faites en réponse aux demandes de réforme. Alors, excepté, puis comme vous l'avez dit dans votre document, enfin vous l'avez écrit, les aspects administratifs, les suivis des journaux, les trames des rapports, etc. Ceci dit, j'ai envie de vous dire que vu le manque flagrant de formation de Madame Chic, enfin en tout cas en lien avec tout ce qui s'articule autour de la protection de l'enfant, et sa méconnaissance, là on va dire carrément quasi totale de la réalité de terrain, de ce qu'elle se plaît à appeler ses collaborateurs, ça me semble logique en fin de compte. Par contre, un des changements reconnus par tous, c'est le changement d'intitulé qui est passé de SPJ à DGEJ. Alors là, j'aimerais me permettre un petit parallèle.
Parce que pour moi, puis symboliquement, c'est exactement la même chose quand les aveugles sont passés à non-voyants et les sourds à malentendants. Ce que je veux dire, c'est qu'une chose est certaine, ce n'est pas parce que la société les a nommés différemment, que les premiers ont une meilleure vue et les seconds une meilleure audition. Voilà. Merci. Du coup, je vais passer, si vous avez encore un petit peu de temps, à ma dernière question. En votre qualité d'ex-employé de la DGEJ, qu'est-ce qui est le plus préoccupant dans l'approche de Madame Chic? Alors, il y a beaucoup de choses qui, pris isolément, ce serait pas inquiétant, mais quand on les met bout à bout, comme ce que vous avez exprimé dans votre document, mon expérience, puis mes propos, enfin mes précédents propos, pour moi, Madame Chic, elle n'offre que des réponses politiquement correctes. Et la seule cause qu'elle semble défendre est que la DGEJ, elle fonctionne très bien, et que certaines erreurs qu'elle minimise évidemment volontairement sont normales dans ce domaine. Ce n'est pas parce que c'est quelque part effectivement inévitable, c'est vrai, de commettre des erreurs, on a affaire à de l'humain, qu'il faut les mettre sous le tapis et ne pas s'en servir pour faire évoluer les approches, en fait. Et c'est ça qui va induire des pratiques qui doivent plaquer à son approche à elle. Concrètement, par exemple, bon nombre d'intervenants, ils vont formuler les questions aux familles et aux enfants, enfin bon, quand ils ont le temps ou l'envie de le faire, selon les réponses qu'ils veulent entendre. Donc, ce qui veut dire que la motivation première, elle est plus celle de placer au cœur de leur action l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça, c'est encore quelque chose de très inquiétant. Parce que les enfants, c'est notre avenir, et c'est en majorité comme ça qu'ils sont traités en Suisse, pseudo pays des droits de l'homme. C'est quand même... enfin bon, moi, sincèrement, j'ai honte de mon pays. C'est révoltant, et je sais de quoi je parle. Maintenant, quelque part, je comprends beaucoup mieux pourquoi le Conseil d'État ne peut que couvrir ce service, parce que c'est un État dans l'État. Par rapport à votre pétition et les demandes, diverses demandes qui auraient pu être faites, imaginez si le Conseil d'État, il devait se positionner autrement, il prendrait le risque de ternir l'image de la Suisse sur le plan international. D'ailleurs, je pense que vous êtes au courant que la Suisse, elle s'est déjà fait taper sur les doigts à ce sujet. Effectivement, oui. Voilà. Effectivement. Et puis justement, plusieurs dossiers ont été envoyés à Madame Chic et nous avons vraiment le sentiment qu'elle botte tout en touche, si je peux me permettre de dire ça. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose, si c'est possible. Oui, bien sûr, Maxime, bien sûr. Alors, moi j'ai lu l'article des deux ex-employés de ce service sur ça s'appelle Lausanne Cité. Et franchement, je peux que les remercier. Et pour ne rien vous cacher, c'est ce qui a motivé, c'est ce qui m'a motivé à vous appeler en fait. Parce que je me dis que si la DGEJ elle était aussi droite et juste qu'elle le prétend, on n'imposerait pas le secret de fonction vitam aeternam, parce que le secret professionnel il persiste, ça c'est légitime parce que par rapport au respect de la vie privée des familles c'est normal, mais imposer qu'on ne puisse pas parler sauf anonymement et avec la peur au ventre, j'ai envie de dire, du fonctionnement interne me paraît on ne peut plus clair. Parce que qu'est-ce que cela montre si l'on n'a rien à cacher? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. Vu le nombre d'employés dans ce service, y compris les services annexes, plus le fait que n'importe qui peut consulter des documents internes sur le site du canton de Vaud, je vois pas trop l'utilité de cette interdiction. Moi, je trouve ça inacceptable parce qu'il s'agit d'une instance au service des mineurs et de leurs familles, donc aux citoyens suisses. Voilà. Pour moi, la question, elle est posée. Bon, en tout cas, Maxime, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions, très riches. C'est moi qui vous remercie de faire ce que vous faites. J'ai consulté votre site, très bien formulé. Merci Maxime, et nous espérons que ça pourra évoluer pour toutes ces femmes, pour tous ces enfants et ces familles à l'avenir. Bonne chance. Voilà, donc je crois que cette interview, ces témoignages est très parlant. Maintenant, je vais laisser la parole à Maître Benoît Sansonance
Alors, mesdames et messieurs, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier aussi au nom du MPEJ la commune de la Tour de Paix d'avoir permis cette réunion, parce que jusqu'à il y a quelques jours, on se demandait si la liberté de réunion et d'expression était encore respectée dans ce noble canton de Vaud. Finalement, il faut savoir qu'il y avait un local qui avait été précédemment réservé dans la commune d'Épalinges et que uniquement parce que l'on osait prendre la parole contre un service de l'État, la location a été annulée. Donc on voit qu'on touche des sujets sensibles et on voit aussi que dans notre beau pays qui se targue de démocratie, les droits fondamentaux semblent parfois être aussi bien défendus qu'en République populaire de Chine. Ceci étant précisé, j'en viens maintenant au vif du sujet. En effet, le MPEJ m'a chargé de présenter le point de vue de l'avocat dans le cadre de cette conférence de presse. Rassurez-vous, mon but n'est pas de vous livrer une longue et fastidieuse analyse juridique, mais de vous présenter certaines lignes directrices. Je suis bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin d'informations supplémentaires à la fin de la présente conférence de presse. Mesdames et messieurs, ma première spécialisation n'est nullement le droit de la famille, mais celui de la responsabilité civile et des assurances. Comme dans tout domaine juridique, l'avocat peut parfois être déçu et dépité par certaines réflexions qui émanent des plus hautes instances judiciaires de notre pays. Cela fait partie des règles du jeu. En revanche, dans mon domaine de prédilection, il y a un certain respect de la méthodologie scientifique usuelle. Certaines connaissances ont titillé ma curiosité en me parlant de difficultés qu'elles avaient dans certaines procédures relevant du droit de la famille. J'ai alors officié en qualité d'avocat dans plusieurs procédures délicates. Ce que j'ai vu m'a choqué. En effet, quand nous arrivons dans le domaine du droit de la famille, j'ai bel et bien l'impression, partagée par de nombreuses personnes, que nous quittons non seulement le monde des garanties juridiques, mais encore celui de la simple logique. On est dans une véritable jungle, dans un véritable juridique parc, si je puis me permettre l'expression. Il est toutefois difficile de faire véritablement un reproche au monde judiciaire lorsque la principale problématique provient des rapports fournis par la DGEJ ou d'autres services assimilés dans les autres cantons romans. En effet, on assiste à la même jungle dans tous les cantons romans, sans exception, c'est la même catastrophe. En effet, le rapport de la DGEJ ou de tout service assimilé est censé être une aide pour le juge, pour que le juge puisse bien rendre sa décision, comme l'expertise est utilisée en matière médicale ou dans le droit de la construction pour déterminer, par exemple, quelle est l'origine d'une maladie ou celle d'un défaut de construction. À ce niveau, la DGEJ est largement carencée dans les domaines suivants. La méthodologie utilisée par les assistants sociaux est clairement contraire aux principes de base de toute méthode scientifique. Il y a d'emblée un parti pris et on décide quel parent, père ou mère, je ne fais pas de sexisme, a raison. Dès que l'on est enfoncé dans un parti pris, la DGEJ ne va jamais assumer une quelconque erreur et ne va pas changer de fusil d'épaule. Au contraire, on va s'enferrer à soutenir une version, même si elle est contraire à toute logique, même si elle est contraire à la vérité. Ainsi, en utilisant une telle méthode, la récolte des faits est déjà biaisée à l'origine, pour ne pas dire tordue. D'un point de vue juridique, les rapports de la DGEJ violent éhontément, et j'insiste, éhontément, les garanties de base relevant du droit de procédure et qui sont inscrites dans l'article 29 de notre Constitution fédérale. En effet, selon l'alinéa 2 de cette disposition, les parties ont le droit d'être entendues. Et pour être entendues, il faut que les auditions effectuées par les autorités officielles soient retranscrites de façon conforme au droit, c'est-à-dire en établissant un procès-verbal dûment signé par les parties. Eh bien, que constate-t-on dans la réalité? Les faits sont reportés de manière fallacieuse et tronquée, et fort malheureusement, cela va être ensuite retenu en défaveur de tel ou tel parent, sans que l'on ne se pose la moindre question. Une telle façon de procéder est bien évidemment inadmissible et contraire à tous les principes fondamentaux. Au début de mon exposé, je parlais en relation avec la liberté d'expression et de réunion d'une mentalité un peu de République populaire de Chine. J'exagère à peine le trait en ce qui concerne le respect du droit d'être entendu par la DGEJ. On n'est pas loin de ce type de procédé où finalement on a des rapports totalement tronqués. Il est parfois en plus difficile d'établir un procès verbal lorsque les discussions se poursuivent à un rythme effréné. C'est clair, il y a un certain dialogue dans une discussion au sein avec des éducateurs, c'est normal.
Sur la base de réflexions que nous avons ensemble menées, le MPEJ a proposé que l'on applique les règles valant en droit des assurances sociales, qui est donc ma première marotte, selon lesquelles on enregistre les expertises diligentées par les médecins. C'est tout simple, c'est écrit dans la loi, article 44, alinéa 6 de la loi sur la partie générale des assurances sociales, LPGA. De manière étonnante, cette proposition pleine de bon sens et qui a fait ses preuves dans un autre domaine du droit ne semble pas vouloir retenir l'attention. Y a-t-il une mauvaise volonté à tous les niveaux, y compris politique? Sachez, mesdames et messieurs, que je suis très choqué de la façon dont notre pétition a été accueillie par le Grand Conseil. C'est, à mon avis, mépris. On n'est pas le même, je veux bien admettre qu'on n'est pas le même avis, mais la façon dont cela a été retranscrit dans les débats qui ont été reportés, c'est un mépris de la caste politique, de nos députés à l'égard du citoyen, et c'est aussi un fait qui démontre une méconnaissance crasse du sujet. Et finalement, je pense que aussi au niveau politique, on s'enfonce la tête dans le sable comme les autruches. Et cela est vraiment déplorable, et je pèse mes mots, parce qu'on sait qu'il y a un problème. Tout politicien, toute personne qui habite ce pays connaît des situations délicates, on sait que ça ne fonctionne pas, mais personne ne fait rien, et je trouve vraiment déplorable que lorsque l'on propose une simple solution, d'enregistrer par exemple des discussions avec un simple iPhone, vous le mettez, vous enregistrez, et ben même ça, on ne peut même pas l'intégrer dans des directives, c'est tout simplement déplorable. En résumé, mesdames et messieurs, les rapports de la DGEJ ne disposent d'aucune fiabilité. Ils sont contraires non seulement aux méthodes scientifiques reconnues, mais encore aux principes juridiques fondamentaux. À l'heure actuelle, cela entraîne une mauvaise qualité des décisions judiciaires, puisque les autorités compétentes se fondent sur des rapports qui n'ont aucune valeur. Nous devons encore déplorer que, fort malheureusement, la DGEJ non seulement tend à ne pas établir des rapports fiables, mais qu'elle tend encore à y teinter d'idéologie. À titre d'exemple, si vous vous situez plutôt à droite sur l'échiquier politique, vous avez le risque de ne pas être en odeur de sainteté. Et c'est cela que l'on veut dans notre société. Je vous laisse vous-même répondre à cette question. J'ai terminé. Merci, Maître Sossonance. Maintenant, je vais laisser la parole à Thierry Jaton, notre consultant juridique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je vais vous relever plusieurs éléments qui ont été observés dans les interventions de la DGEJ, où on a des rapports qui sont, par exemple, remis en entrée d'audience, ce qui est des audiences décisionnelles, là, et qui interdisent aux parties de pouvoir prendre position librement et avec un délai de réponse correct à ces rapports, et de pouvoir contester les parties de ces rapports qui sont manipulés, voire clairement mensongers. Vous avez des personnes qui sont auditionnées, qui sont citées sur leur nom et compétences professionnelles, mais il n'y a jamais de PV de leur audition qui sont fournis, il n'y a pas de date des séances qui ont eu lieu avec ces personnes qui sont transmises, et il a été possible de contrôler que certains professionnels avaient été certes une fois auditionnés, mais en dehors du mandat de la DGEJ, et surtout presque une année avant la demande de rapport par la justice. Et c'est ainsi très volontairement pour masquer certains faits que la DGEJ ne donne jamais les dates des entretiens pour pouvoir manipuler les situations en bidouillant les temporalités des situations pour lesquelles ils interviennent. Les accusations sont parfois rédigées sur demande d'un parent, mais l'accusation n'est pas contrôlée si les faits sont réels. Il n'y a pas de respect d'un contrôle de la véracité, et surtout pas de contrôle de respect du droit à la contradictoire, ce qui introduit généralement des abus de droit et surtout des parents qui ne sont pas respectés dans leur rôle parental. Nous avons aussi des intervenants qui se sont permis de menacer des parents
de menacer les grands-parents, de les inciter à devoir recevoir la partie adverse chez eux, sous menace de voir une garde partagée d'enfants qui soit résiliée s'ils le refusaient. Le faire chez une grand-mère de 74 ans, après 5 heures d'audition à son domicile, je pense qu'on dépasse largement le cadre légal d'une intervention en protection des mineurs. Et lorsque le PV de ces 5 heures d'audition a été demandé, l'intervenant a répondu que cela n'était pas possible, que ça faisait partie de ses notes privées et qu'il ne pouvait pas les transmettre. Nous avons des intervenants qui se permettent aussi de participer à des expertises pédopsychiatriques lorsque justement l'expertise est commandée pour pouvoir démontrer l'incohérence ou contrer les affirmations des intervenants de la DGEJ. Ainsi, leur participation permet une fois en plus de manipuler ces expertises, des expertises qui parfois même sont effectuées par des personnes qui n'ont pas les compétences légales pour les effectuer. Je parle par exemple quand vous avez des psychologues et des psychologues adjointes qui effectuent une expertise pédopsychiatrique familiale sans la supervision d'un pédopsychiatre et surtout sans l'intervention des expertes et experts nommés par la justice lors d'une audience. On dépasse l'entendement de ce qui est possible pour établir des faits et rendre des décisions de justice. Et surtout qu'on parle de justice qui touche les enfants et la famille. Nous avons... Oui. J'ai une petite question. Marie-Maurice, 24 heures. L'action de la DGEJ, elle est très vaste. Elle fait des tas et des tas de choses. Dans ce que vous avez constaté, ça, parmi les cas où vous avez vu des comportements que vous décrivez comme limites ou très problématiques, manque de transparence, etc. Est-ce que c'était des cas de placement d'enfants? Est-ce que c'était des cas de, je sais pas, séparation conflictuelle? Enfin, juste pour savoir un peu dans quelle thématique, en fait, ça concernait plus ou moins quel type de cas, finalement Tous. C'est dans les deux types de cas. Ouais. Finalement, mais on a un problème, par exemple, par rapport à la thématique de la DGEJ, du parti pris et des choses comme ça. Le cas typique que j'ai vécu dans ma pratique, que je vais le dire parce que c'est vraiment important. On a un parent, je dirais parent A, parent B, parce que je veux pas faire je veux pas faire de sexisme, c'est pas mon but. Je déteste autant le féminisme que le masculinisme. Je suis précise, je veux être neutre. Le problème qui se pose, vous avez le parent A qui allègue que le parent B a commis des actes d'ordre sexuel, qui sont absolument incohérents, comme par hasard à plusieurs reprises, pour essayer, etc. Ce qui se passe, le parent B, qui est victime de fausses accusations, est acquitté par le juge pénal. En l'occurrence, il y a une ordonnance de classement, et puis c'est pas une ordonnance de classement, le doute profite à l'accusé, c'est vraiment on voit qu'il ne s'est rien passé, c'était attesté, filmé, tout. On arrive dans une audience de justice de paix. Vous avez la personne, la DGEJ, qui arrive et qui dit après ce qui s'est passé, on va pas pouvoir faire un droit de visite correct pour le parent B. Donc ça veut dire on a des gens qui ne respectent rien, qui s'arrogent le droit de dire ça s'est pas passé comme ça, etc. Pour eux, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, en fait, ce genre de propos déplacés, alors qu'il y a des preuves. On ne se fonde pas du tout sur un dossier. Et par exemple là, alors là, les choses se décantent lorsque l'avocat que j'étais là, ou j'ai aussi d'autres confrères qui font la même chose, on dit maintenant écoutez, on demande que le protocole est ce que vous dites, mais il y aura une plainte pénale parce que vous faites c'est une atteinte à l'honneur de continuer là-dessus. Et pour dire, on a des gens, ils s'arrogent un droit comme ça, et c'est finalement des rapports qui sont dénués de fiabilité, parce que c'est simplement on a décidé que tel est comme ça, et puis on ne se remet pas en question. Moi par exemple, dans un métier, disons, fondé sur une science humaine, comme est le droit, si je constate que j'ai fait une erreur d'appréciation, soit en relation avec le droit, soit en relation avec les faits, je vais l'admettre, ça arrive. On est des êtres humains faillibles, mais là, dès qu'on arrive là, on est dans un terrain où il n'y a plus de logique. On décide, c'est papa A ou maman A, ou papa B ou maman B, qui n'a pas fait juste, paf, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est le problème. Tu veux terminer ?
Non. Et il y a aussi une certaine dérive qui arrive et qui a été constatée lorsque la justice demande à la DGEJ de se prononcer, que le courrier est envoyé en recommandé à l'attention de l'assistant social ou des assistants sociaux de protection des mineurs qui suivent le dossier, et qu'aucun des assistants sociaux ne répond à la justice, mais que c'est Madame Chic elle-même qui prend la parole et qui signe le courrier pour répondre, pour orienter une décision de justice lors d'un appel, avec en signant directrice générale de la DGEJ. C'est ce qu'on appelle clairement un abus de pouvoir de la part d'une personne qui n'a pas de formation dans le domaine social, qui a une fonction de manager dans un service de l'État, mais qui n'est pas habilité à rendre des décisions sociales, qui n'est pas habilité à suivre des cas de famille. Et ces problématiques-là sont étrangement validées et acceptées par les organes de justice. Et c'est là qu'il y a quand même une question à se poser, c'est quel est le rôle des juges également, que ce soit juge de paix, juge du tribunal d'arrondissement ou du tribunal cantonal, de tolérer qu'une directrice générale écrive alors qu'elle n'en a pas les compétences et le droit pour se prononcer dans des situations. On a aussi des intervenants qui se permettent de venir contester le droit associatif, et là j'en ai été personnellement témoin lorsque, lors d'une audience au tribunal d'arrondissement de Lausanne, un intervenant de la DGEJ m'a traité de complotiste pour mon appartenance au MPEJ, et a même justifié que cela décrédibilisait mon rôle de père. Madame Chic a été interpellée pour ses propos largement déplacés, et malgré le fait que cela s'est produit en audience, et qu'avec le soutien de la juge qui est maître de ce qui est rédigé dans le PV de l'audience, cela n'a pas été reproduit, mais cela a été quand même déclaré devant des avocats qui en sont témoins, devant la greffière. Eh bien, Madame Chic a répondu que cela n'avait jamais existé, alors qu'elle n'était elle-même pas présente dans la salle de tribunal. Il est donc à s'interroger comment une personne peut justifier et juger de ce qui se dit ou ce qui se dit pas dans un tribunal lorsque cette personne-là n'est pas présente. Elle se base uniquement sur la protection de ses propres assistants sociaux, de ses employés, mais absolument pas sur la protection des mineurs, et ça, absolument pas sur la protection des familles. Et cela crée des problématiques sur certaines familles qui terminent parfois en drame, parfois en séparation durable. Cela n'est pas possible. Merci Thierry. Voilà, je vais laisser la parole à notre invité Clément Willy. On l'appelle le petit Clément, fédérateur du MCFA, donc mesure de coercition à des fins d'assistance et les placements extra-familiaux. Voilà, Clément. Voilà, bonjour tout le monde. Alors vous avez devant vous quelqu'un qui a 70 ans, qui a eu 70 ans de souffrance. Voilà. Qui est un enfant abandonné à 3 mois. Mais je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour vous parler de mon parcours de battant ou de combattant avec l'Office fédéral. Je suis outré aujourd'hui d'entendre ce que je viens d'entendre sur ma droite, là-bas, concernant la souffrance des enfants de la 3e et 4e génération. Première génération et 2e génération, c'est 1920-1981, 3e génération 82-2005 et 4e 2005-2025. Je suis ici présent grâce à le soutien de l'Office fédéral de la justice par M. Brandt, Mme Déborah Mora, qui est collaboratrice avec l'Office fédéral de la justice et qui soutient mon combat. Vous devez savoir, aujourd'hui, je ne suis pas là, je dirais que
en tant que plus bourgeois, je ne suis pas là pour critiquer Madame Chine. Voilà, je ne suis pas ça. Voilà, je suis pas là pour ça, mais je suis là parce que ça fait 12 ans que je me bats. 12 ans, depuis 2014, je me bats. Ok, et puis j'ai fait le Tour de Suisse à pied à vélo, j'ai été reçu par Madame Thomas Roga, j'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai été 5 ans, 4 à 5 ans à la table ronde à Berne. Quand j'entends l'avocat et M. Chaton, quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui, je suis vraiment abasourdi parce que nous, dans ces tables rondes, on avait des avocats, des psychologues, des médecins, des victimes, des représentants politiques. On a tous dit qu'il faut éviter que cela se reproduise, d'accord? Et puis ça a été dit entre 2014 et 2019. Et je constate qu'aujourd'hui, c'est du blabla, quoi. Et puis j'aimerais dire qu'il faut arrêter toutes ces instances. Moi j'étais fonctionnaire quand j'étais enseignant dans le cadre scolaire comme maître de sport, mais il faut arrêter, j'en ai aussi, j'ai dit ça des juges de paix aussi, qu'il faut arrêter de vivre fonctionnaire, de faire l'amour fonctionnaire, de manger fonctionnaire et de dormir fonctionnaire. C'est des gens qui ont des responsabilités envers la jeunesse. Et puis des fois, ils n'arrivent pas à mettre de côté ça. Bon, elle a rigolé, la juge de paix, quand je dis ça, mais j'ai pas tout à fait tort en disant ça. Et aujourd'hui, je trouve qu'il faut arrêter de donner des droits et du pouvoir à tous ceux qu'on élit nous-mêmes, le peuple. On élit quelqu'un, ok? Alors il utilise le droit en pouvoir et non pas le droit en devoir. D'accord? C'est ce que j'ai constaté dans mon combat pendant 11 ans. Et puis qui c'est qui fait les frais? Ben, c'est nous tous. C'est nous tous et la future génération. Et puis une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que la croissance, la venue au monde d'un enfant et son développement, moi j'appelle ça l'âge de raison à l'adolescence, à l'âge du jeune adulte, il est conditionné au départ avec qu'est-ce qui va arriver, comment on va l'encadrer, voyez, quelle est l'affection qu'il va recevoir. Et là, je trouve que moi j'ai eu la chance de ne pas avoir fait un mauvais chemin, mais on n'a pas eu ça nous. Et puis, je peux vous dire qu'on a vécu des situations très compliquées au niveau de la santé psychologique, agoraphobie, la foule, des choses qu'on ne sait pas qui nous arrivent dessus, on ne sait pas pourquoi. Mais nous, maintenant, on sait que c'était parce qu'on n'a pas été encadré. Et j'aimerais dire que moi, je suis juste uniquement là pour vous dire, voilà, je soutiens Julien et son association. Je ne peux plus tolérer qu'aujourd'hui, on utilise des enfants comme nous, on est utilisés comme des numéros de dossier. Ça, il faut arrêter, quoi. Vous devez savoir qu'on est des numéros de dossier. C'est pas autrement. Voilà. Et ces numéros de dossier ont tendance à avoir des grandes piles, hein, et puis après, on n'arrive plus à suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On les met de côté, et puis après, ça va enchaîner une grande problématique avec les parents. Et puis la dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau du médiateur, personnellement, j'ai rencontré 3000 personnes, je ne suis pas fier de le dire, c'est même honteux d'avoir rencontré 3000 personnes qui ont souffert dans mon pays, tout ce que j'ai fait dans toutes les régions de Suisse. Mais il faut vraiment trouver un médiateur, et ça c'est ce que j'aimerais transmettre à l'avocat et à M. Chaton. Il faut absolument trouver un médiateur externe au système de la protection de la jeunesse. Je connais ce milieu-là, ils nous traitent comme quand on est venu au monde, comme on a vécu dans des orphelinats pendant 20 ans. J'en ai rencontré un à Fribourg, je ne vais pas nommer son nom, c'est pas mon copain, mais voilà, ils n'en ont rien à foutre, on peut dire ça comme ça. Ils n'en ont rien à foutre. Et puis je trouve dommage que quand je vois ce qui se passe en France avec Madame Boll, qui fait une crème de pain depuis 21 jours, et on voit d'autres témoignages que j'ai vus sur les réseaux sociaux, sur Genève, des enfants et tout ça. Moi je comprends pas, quoi. Ça fait, écoutez, depuis 2013, Mme Thomas Roga a présenté ses excuses. Comment on en est encore là, quoi?
Et puis ça, il faut arrêter. Vous devez savoir qu'il faut absolument dire stop à l'abus de pouvoir. C'est ça. Quel que soit le niveau du fonctionnaire, que ce soit Conseil national, Conseil des États, c'est pas mes copains. Les patins, je suis comme Coluche, moi je dis ce que je pense. Hein. Quand mes chansons sont là, elles parlent. Hein, j'ai peur de personne, quoi. Mais ça, c'est 12 ans de travail pour que je puisse faire ça aujourd'hui. Autrement, je ne peux pas le faire, quoi. Puis une dernière chose, ce groupe d'experts qu'on a eu à la Confédération, il y en a un qui a été mis sur pied en 2014-2019. Ce groupe d'experts était un groupe indépendant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Office fédéral de la justice, et non pas de la police de la justice, M. Brandt, a dit que c'est inadmissible qu'on ne tienne pas en compte de ce groupe d'experts indépendants qui ont dit à l'Office fédéral devant le Parlement que c'était honteux de donner 25 000 francs d'indemnité pour des victimes qui ont vécu 60 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Office fédéral a vu que les 300 millions qu'on a, c'était pour nous, mais qui restait à peu près 90 millions, ont pris quelques millions pour recréer un groupe d'experts, mais cette fois mandaté par le Conseil national. Vous devez savoir ça. Et dans ce groupe d'experts, ils font ce travail que vous faites tous là. Ils sont là pour justement dire, évitons que ça se reproduise. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'utiliser cet argent? Et aujourd'hui, je suis très heureux personnellement. Ils m'ont contacté, ces groupes d'experts. Ils sont, je crois, 20 ou 30 membres. C'est tous des historiens, des politiques, ben voilà. Et ils m'ont demandé de mettre en avant, c'est pour ça que je dis aux journalistes, parce que personne n'a fait quoi que ce soit sur ce que je fais maintenant. Je dis aux journalistes, ils m'ont mandaté pour mettre en avant un projet de médiation. Mais moi, qu'est-ce que je fais dans un projet de médiation? Je vais voir les gens. Je parle avec eux. Je les écoute, puis après je transmets. Oui. Et ce projet de médiation pour les mesures de coercition, il est jusqu'en 2027 ou 2028. Et puis une dernière chose, vous aurez plein de renseignements sur le combat et le soutien avec l'Office fédéral sur www.petit avec tit-clément.ch. Voilà. Merci Je n'ai Clément. pas d'autre chose à dire. Il y a juste une petite chanson que j'aimerais bien vous interpréter en fin de peut-être là, pour que tout le monde, voilà pourquoi je chante cette chanson qui s'appelle Faut essayer, ça concerne vous les parents. C'est quelques petites paroles que je vais mettre musicales. Ça dure 1 minute 15, mais qui peut peut-être vous... Alors, Oui. juste pour... Oui, bien sûr. Vous êtes 5 hommes, je ne sais pas si vous êtes 5 pères. Est-ce que vous avez remarqué un biais dans ce que vous reprochez à la DGEJ envers, voilà, peut-être plus de suspicion envers les pères, envers les mères? Est-ce que ça c'est quelque chose aussi que vous reprochez? Alors là, je peux prendre clairement la parole parce que j'ai un exemple à l'appui. Je dirais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu carrément une personne employée de la DGEJ qui m'a clairement déclaré que dans un rapport, elle avait prôné d'octroyer la garde d'un enfant à un papa, et puis qu'on lui a dit non, c'est le contraire, et puis ils ont changé le rapport, et puis ils ont dit que ça devait être attribué à la maman. Donc vous avez l'impression qu'il y a un biais? Là, il y a un biais quand même. Alors je vais dire, il y a quand même un biais un peu féministe dans le mauvais sens du terme, parce que féminisme en tant que défense de l'égalité de l'homme et de la femme, etc., ça c'est acquis, c'est normal, je suis à 200% pour, mais là c'est vraiment... Il y a un biais assez féministe, largement situé à gauche. Donc si vous êtes un homme entrepreneur qui est membre du PLR par exemple, et puis que vous êtes travailleur, etc., que vous avez une certaine fierté de votre travail, des choses comme ça, ça part du mauvais pied dans un dossier, ça c'est clair. Et on a énormément aujourd'hui de situations, parce qu'il faut savoir, l'intervention en matière de jeunesse elle est justifiée si on a des enfants en danger, les parents ont des problèmes d'addiction, etc. Ça c'est tout à fait, voilà, ça tombe sous le sens. Mais là aujourd'hui, les gens dont on parle, qu'on voit dans le MPEJ, parce qu'on fait quand même un certain tri, je peux dire qu'on a énormément de gens qui sont plutôt bien intégrés dans la société, qui ne sont pas du tout des pauvres à l'assistance judiciaire, etc. Des gens comme vous et moi, et puis qui finalement sont victimes de cela, parce que tout d'un coup, on va avoir par exemple, si on a des gens qui sont un peu leaders dans leur société, dans leur entreprise, on veut leur imposer tout,
Moi je sais, je suis l'éducateur, etc. Et puis on a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, c'est ça le problème qui est dénoncé. Au sein de la MPEJ, vous êtes principalement des hommes? Alors non, justement, on a notre collaboratrice qui n'est pas là, malheureusement, Sabrina Figuet, qui est donc consultante éducatrice spécialisée. Donc elle fait partie, elle est membre actif du MPEJ. Ouais, juste un peu, juste. Et puis, juste peut-être, voilà, ici vous avez l'ambassadrice des enfants, Antonietta Fiorillo, qui se trouve là à côté, avec qui justement nous avons collaboré. Elle était aussi au comité pendant de nombreuses années, donc voilà. Donc c'est clair, du côté de la DGEJ, c'est la même chose dans le canton de Fribourg, je vous rassure, c'est exactement la même chose. J'ai aussi eu des gens, on voit très bien par exemple, qui ont commencé à travailler, je connais un peu mieux le problème du SEJ à Fribourg, ils commencent à travailler, puis on les voit, ils font quelques mois, ils partent parce qu'il y a tout de suite des problèmes d'inadéquation, ils ne croient pas au système. Il y a des gens qui restent très longtemps, c'est pas forcément les meilleurs éléments parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail ailleurs souvent. Et le problème qu'on a alors vraiment, c'est qu'on essaye de faire de la défense comme du MPEJ, ou de ces mouvements de ce style, on veut faire on veut nous considérer comme on a des complotistes, masculinistes, des pères excités qui sont contre les femmes. Alors c'est pas du tout le cas. Ce que je peux dire, la plupart des gens qui sont dans ce type de mouvement comme le nôtre font justement l'égalité parentale, la coparentalité, la garde alternée. Donc il n'y a pas du tout il n'y a pas d'ascendant, etc. Mais c'est un moyen très habituel d'essayer de nous faire passer pour des excités. C'est la raison pour laquelle je suis aussi venu ici en qualité de professionnel pour donner une caution morale à ce débat. Parce que j'en ai assez de voir des pères et des mères qui se voient confrontés à des situations où ils se font démolir totalement. Il y a en fait, c'est un désastre à la fois de l'enfant, de la famille, personnel, financier. Donc on ne se rend pas compte qu'avec la façon dont on mène certaines affaires du droit de la famille, on est en train de détruire tout un système. La famille, c'est la première cellule de base de la société. Si on commence à s'attaquer à ça, ben, voilà quoi. Oui, non, juste, allez-y. Ce que j'ai compris, ce que vous avez dit là, ce que j'ai dit par téléphone précédemment, c'est que c'est un petit peu tout le système d'après vous qui ne fonctionne pas. Et dans ce cadre-là, je me dis, est-ce que finalement couper la tête, vous voulez le faire, quand bien même ça se ferait, vous ne pas gagner, est-ce que ça vraiment ça change quelque chose quoi. Parce qu'on a l'impression que vous décrivez des comportements racistes, etc., qui posent problème, et qui viennent aussi de la base. Alors, effectivement. Oui, alors, quelque part, oui, comme on l'a déjà expliqué, évoqué à plusieurs reprises, il y a déjà la formation et la compétence de la directrice qui n'est pas, qui n'est pas compatible à son poste. Ensuite, effectivement, il faudra quelqu'un qui soit justement compétent dans le droit de la famille, qui ait eu une formation dans la prise en charge du droit de la famille. Déjà ça, c'est important. Moi je pense aussi c'est qu'à l'heure actuelle, le système il est perfectible dans le sens de le légal, etc. Le problème c'est qu'aujourd'hui le système il n'est pas servi par les bonnes personnes. C'est pour ça que c'est pas vraiment on n'a pas formellement une remise en cause du système de loi, etc. Je peux vous faire un cours, il y a plein de choses qu'on peut changer, c'est sûr. Mais là aujourd'hui c'est le problème des personnes en place qui ne font pas leur travail d'une façon scientifique et correcte. Je pense à un moment donné, une fois je disais peut-être comme une boutade, que finalement si on veut faire une fois une enquête familiale, on ferait mieux de prendre un bon policier qui a une certaine fibre sociale quand même, parce que lui il est capable de faire la part des choses, d'interroger les gens correctement, et puis de ne pas tronquer et bidouiller les rapports à la fin. Voilà, c'est dans ce sens-là que je verrai les... Parce que l'impression qu'on a aussi, c'est que le fait qu'ils soient surchargés, ces personnes, ces assistants sociaux sont surchargés, de ce que j'ai compris. Alors oui, c'est alors... pas ça, est-ce que c'est pas... Bah voilà, ils sont surchargés, attendez, on va... Ils juste un instant. Alors effectivement, quand on parle de surchargé, c'est qu'il y a un manque de personnel au niveau, enfin, à la DGEJ. C'est ce qu'on reproche aussi dans notre intervention. Il y a un manque de formation interne auprès de ces intervenants. C'est un gros problème et c'est grave parce que quand on dit, Madame Chic dit oui mais on traite tant de situations par assistance sociale, c'est faux. C'est 60 à 80 situations que les assistants sociaux traitent. Donc, mais ça, que ce soit Madame Chic ou une autre personne qui la remplacerait, ça
Bah, il faudrait voir. Aspect-là qui est quand même Moi, je suis différent. quand même j'ai une façon aussi, peut-être aussi, c'est un problème de management, parce que finalement, on a 80 millions qui sont octroyés. Je me demande où ils passent, parce que finalement, 80 millions, ça fait 400 postes à 200 000 francs. Sur 4 tonnes. Ouais, Sur 4 tonnes. Juste, alors, Je vais terminer. alors vas-y, parce que j'aimerais après, par Ouais. rapport à ton intervention, vas-y. Voilà, j'ai parlé des médiations tout à l'heure. Alors, il faut bien comprendre que le projet de médiation, il n'est pas uniquement pour tous les enfants placés de 1920 à 1981. D'accord? Le projet de médiation, il est aussi pour la 3e et 4e génération. C'est justement les parents aujourd'hui qui s'ouvrent. Et puis, sur le site web de l'Office fédéral, il m'a payé, donc je l'ai fait par un professionnel, mais c'est eux qui ont financé ce site web. Donc je répète, www.petit-clément, vous avez des informations là-dessus. Et j'aimerais terminer par ceci. J'ai rencontré 2 personnes qui savent que je suis là aujourd'hui, 2 mamans, dont une est en larmes parce qu'elle s'est fait violer à l'âge de 6 ans, elle regrette d'avoir fait des enfants aujourd'hui, personne ne la soutient. Elle m'a contacté. Ah, vous voyez, mais moi je ne suis pas la DEJ, je ne suis pas. Voilà. Elle me contacte parce qu'elle a vu que là, le petit Clément, il fait des choses. Et puis moi, j'ai été une bonne écoute pour elle. C'est ça que j'aimerais dire, que c'est important ce projet de médiation. Et l'autre personne, on n'a jamais parlé d'autisme. Des enfants autistes, qui en a parlé? Moi, en 10 ans, j'ai vu une intervention. Et vous imaginez pas, et cette dame, j'ai eu il y a 2 jours au téléphone, elle était en larmes, je l'ai rencontrée, mais c'était impossible d'avoir un dialogue parce qu'elle pétait les plombs, elle n'en peut plus de la société, elle en a marre de cette injustice, vous voyez, elle en a marre qu'on est manipulé par des autorités, et c'est vrai, on est manipulé par... Moi, j'ai fait une dernière démarche, je termine là-dessus, j'ai fait une dernière démarche au Grand Conseil fribourgeois, tenez-vous bien, hein, vous avez vu la date qu'on est aujourd'hui, le 11 octobre, j'ai demandé au Grand Conseil fribourgeois de me donner des places publiques dans tout le canton pour pouvoir intervenir sur cette problématique. Parce que la souffrance, ce n'est pas simplement les personnes qui sont âgées, c'est leurs enfants qui ont 30-40 ans et leurs petits-enfants. Voilà. Eh bien, on est le 20, on est pas le 12, le 14 mai, j'ai toujours pas de réponse. Vraiment. Donc, je viens de surprendre, quoi. Mais, merci Clément. Alors, juste encore un instant, parce que là, je voulais faire, suite à l'intervention de Clément, une petite vidéo qui dure 2 minutes, d'un témoignage de Céline, d'une personne qui a été placée. Avant de passer cette petite vidéo, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi j'ai juste une chose. On parle d'assistants sociaux de la protection des mineurs qui sont surchargés, c'est vrai. Mais on parle aussi du coup d'un turnover chez ces assistants sociaux qui est très important. Et quand vous avez deux assistants sociaux par année qui suivent une situation, voire même des fois lorsque vous avez une situation de garde qui change et que vous n'avez même pas un coup de téléphone de l'assistant social qui suit le dossier et que vous n'avez pas réussi à avoir contact avec lui en 1 année ou 1 année et demie lorsqu'il a suivi le dossier, quand vous avez la justice de paix qui s'interroge en février 2025 de n'avoir jamais reçu les rapports annuels de la DGEJ de 2021, 2022 et 2023, ils n'auront jamais ceux de 2024 puisque l'intervenant en question n'a jamais pris contact avec la famille, et qu'on est en 2025 et que ça continue, oui, il y a une problématique de surcharge des intervenants, mais il y a une problématique de gestion de ces intervenants et de la qualité de leur travail qui doit être révisée et qui doit être modifiée. Il y a un cahier des charges qui doit être établi de manière plus stricte pour que ça puisse être cohérent. Et après, avec ce turnover, celui qui reprend le dossier ne viendra jamais contester ce qui a été dit, peu importe si c'est vrai ou non, par son prédécesseur. Et ainsi, on fait un effet boule de neige
c'est que même si vous avez prouvé que les écrits du précédent étaient faux, que vous l'avez démontré par des preuves, ça restera continuellement inscrit dans le dossier. Et vous subirez les effets de ces écrits-là dans la durée. Je crois qu'on a pu vous apporter beaucoup d'éléments concernant notre demande de la démission de Madame Chic. Oui, Philippe, excuse-moi, vas-y. Oui, moi en fait, je suis surtout spécialiste guillemets, du canton de Genève, mais tout ce que j'ai entendu pendant cette séance-ci, je pourrais le reprendre mot à mot, simplement en changeant les sigles par le SPMI, le TPAE, la justice. Elle n'existe absolument pas pour les petits, elle n'existe que pour les gros. Ça ne fait que de violer les lois. Et quand on dénonce ceci, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, on vous attaque pénalement et on vous condamne. Philippe. Voilà, je vais laisser. Alors, maintenant, si vous avez des questions, il y avait déjà. Moi, maman, M. Duras, malheureusement, vous êtes dans nos vies, hein, je dirais. Je suis un cas d'école à modèle. Cet enfant, il n'y a pas d'alerte enlèvement, puisque je suis la propre protection de la protection d'enfance. Mon fils a manqué à être tué 3 fois, donc 3 accidents potentiellement mortels, et le 3e volontairement suite à un éducateur qui a poussé l'asthmatique avec un dossier médical pour le faire courir, et il a été retrouvé dans une pente. Donc je pense que le ministère public et moi, on a pu parler et mettre les choses à plat. Il est clair que l'activité et puis la mission de M. Duras est essentielle pour l'accompagnement des parents. Moi, dans mon cas, puisque je suis face à une institution, je n'avais pas de sociaux, je suis une journaliste en France qui a participé à une enquête même contre l'ASE, qui a été reçue à l'Assemblée nationale, qui a dénoncé les failles du système de l'enfance en France, et je me retrouve ici avec une enfant 2 mois après mon arrivée, de 15 ans, agressée dans le cadre scolaire, on ne dira pas quoi parce qu'il y a des enfants, et un enfant asthmatique arraché derrière, enfin une catastrophe. Aujourd'hui, moi j'aimerais vraiment remercier M. Duras pour son accompagnement au tribunal civil, qui aujourd'hui, la présidente prend une plainte pénale, voilà, et puis vous voyez, l'enfant est là, il n'y a pas de police autour, hein. Donc en fait, moi je voudrais dire à tous de ne pas abandonner, et puis vraiment de vous faire accompagner au maximum dans les rendez-vous avec la personne de confiance qui fera les fausses déclarations déjà, et ça vous servira de témoignage. Mais c'est vrai qu'on s'attaque à une lettre de crédit de l'État, puisque l'État n'est pas responsable de la lettre de crédit des fonds qu'il déploie pour les services, qui eux doivent assurer la sécurité de tous ces enfants, et finalement on se retrouve dans une spirale, une machine qui écrase la famille et les enfants, parce que justement ces fonctionnaires sont embauchés avec des CDI, alors qu'ils ne devraient pas. La lettre de crédit devrait, elle, varier comme les placements. Donc si évidemment on fait des contrats indéterminés à ces fonctionnaires, il est évident qu'il y aura autant d'enfants arrachés que de fonctionnaires qui signent un CDI. On doit s'attaquer vraiment à la matrice et au système du fonctionnement. Donc tout ce qui se passe au canton de Vaud, ça se passe pour moi à Neuchâtel, ça se passera dans le canton de Zurich, ça se passera partout. C'est le même modèle européen qui se répète en fait. On est dans un modèle à détruire, franchement, et à redessiner. Où l'État ne peut pas être engagé puisque l'État donne sa responsabilité, et puis des actions comme ça aujourd'hui qui existent, c'est du pain béni pour nous les parents. Donc je voulais remercier M. Duras déjà devant tous, et puis vous dire que je ne suis pas novice non plus. Vous voyez comme quoi on peut être victime de tout, pas novice dans le sujet, et pourtant je me suis fait prendre, simplement en déposant plainte contre l'école. Voilà, donc faites attention aussi. Merci. Est-ce que... Moi j'aurais peut-être voulu souligner une chose aussi qui est intéressante par rapport à ce côté système, ce qui est mon côté, la première spécialisation c'est pas d'être avocat de droit de la famille, donc c'est ce qui me permet d'avoir un peu de recul. Et ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que malheureusement la façon dont on conçoit le système, c'est devenu aussi une machine à fric, il faut être très clair. Parce qu'on a beaucoup de parents qui font partie de bonnes sphères de la société, qui ont les moyens de payer. Oui. Alors on commence, au lieu d'avoir un peu de bon sens, alors on commence un dossier. Oui. Alors je te mets une petite intervention, ça justifie un travail. Oui. C'est un peu aussi, on a aussi des gens qui sont entre eux comme ça.
Après, je mets un avocat de l'enfant qui fait partie des frais de la procédure. Ça, c'est dans le CPC. Après, un psy dans le réseau. L'enquête pédopsychiatrique à 15 000 balles. Et puis, on arrive à des dossiers qui dépassent les 100 000 francs aisément. Et ça, c'est une machine à fric. Parce que la plupart du temps, en fait, on pourrait, avec un peu plus de bon sens et en analysant des faits, beaucoup faire mieux la part des choses. Et je vois par exemple, il m'est arrivé d'avoir par exemple 2 parties qui viennent chez moi pour un divorce, que je connaissais les deux, donc je n'aurais pas pris l'un contre l'autre, donc c'était condamné à s'entendre si vous voulez pas voir. Et finalement, si on met des gens autour d'une table, on arrive aussi à trouver des arrangements sans avoir des copains, des trucs, des pataquès, c'est pas possible. Et puis si on a des gens qui sont un petit peu dans une situation difficile de séparation, c'est jamais facile à vivre. Si on essaye, on peut aussi peut-être imposer un modèle au début, on leur dit si j'étais à votre place, je ferais comme ça, on essaye de mettre des choses en place. Et bien avec un petit peu plus, la simple médiation ça suffit pas. Quand les gens sont un petit peu dans la panade, il faut essayer de peut-être imposer quelque chose. Mais rien qu'avec 1 ou 2 personnes, on arrive à faire des choses beaucoup mieux. Et je vois par exemple à Fribourg, en 20 ans d'expérience, je vois qu'on a un magistrat qui est exceptionnel, par exemple, qui arrive à... Il va faire la navette 3 heures entre les parties, et il arrive à 90% des cas d'avoir un accord sans que l'on justement perde du temps avec des choses pas possibles, quoi. Monsieur, j'ai participé à une enquête, j'ai été reçue à l'Assemblée nationale par un député qui a dénoncé justement le fonctionnement en France. Donc, oui, il y a eu une enquête et moi j'ai participé sur la partie journalistique puisque je montais un conseil d'émission qui s'appelait Faut qu'on m'explique. Donc j'ai soutenu cette enquête et j'ai participé à cette enquête. Donc Michel Hamas, connu en France, et de l'avocat, voilà, qui a été aussi mon avocat aussi par rapport à ce qui s'est passé en Suisse. Donc je voulais juste vous dire une chose, c'est qu'on a pu démontrer qu'entre 30 et 40% à peu près d'enfants, de personnes, de jeunes de 18 à 25 ans sortaient de l'ASE. C'est-à-dire qu'une fois, l'ASE c'est l'équivalent chez vous de la protection de l'enfance, voilà, donc ça change d'acronyme. Mais on a pu démontrer ça et en fait que dès qu'il n'y avait plus de fonds de l'État, ces associations de droit privé, parce que vous, demain, vous pouvez ouvrir une association de droit privé, vous êtes une meurtrière, vous ouvrez une association de droit privé, vous êtes une pédophile, vous ouvrez une association de droit privé. Moi, je suis une criminelle, j'ouvre une association de droit privé qui devient une fondation. Elle est là, la faille. Donc, il y a la faille aussi des institutions qui font confiance à une aveugle, à des personnes qui ouvrent une association de droit privé, mais tout le monde peut le faire. Donc, il n'y a rien qui est cadré dans ce sens-là. Et puis, il y a la faille aussi de ces emplois, on dira industrialisés par l'État, finalement, qui n'y est pour rien et qui se dit, bon ben voilà, chaque année la lettre de crédit grossit, et puis ces employés ne partent jamais. Et les enfants ne peuvent pas partir, ces employés ne partent pas. Vous comprenez? Donc il y a toujours aussi cette petite faille vicieuse où les employés sont embauchés et il faudra arracher plus d'enfants pour que cet employé puisse rester là. Donc il y a tout ce système vicieux. On a pu démontrer ça à l'Assemblée nationale. Il y a eu, là maintenant ça a été bloqué par le Covid, mais il y a une reprise en France pour modifier le projet de loi de la protection de l'enfance, puisqu'on sait que tout vient de cette ligne de crédit que l'État octroie à la sous-traitance qui finalement se lave les mains à qui elle confie ces enfants-là. Donc on est face à des drames. Juste pour bien comprendre, il y a un lien direct ou pas entre le fait que la pétition a été rejetée, quoi, votre grande déception, votre pétition pour avoir une surveillance, et puis votre demande d'aujourd'hui, l'une découle de l'autre, ou c'est deux choses séparées? Non, en fait, c'est un plan qui a été établi pour vraiment tirer la sonnette d'alarme, parce que franchement ça nous pèse de voir ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est pas le refus de la pétition qui fait ouais, le problème c'est qu'il y a un problème dans les sphères de l'État, que ce soit canton de Vaud, Fribourg, Genève, enfin peu importe, c'est un total manque de vision de la part déjà du pouvoir législatif. Simplement c'est ça, il faut à un moment donné tirer la sonnette d'alarme. Quand je vois, moi j'ose parler d'arrogance et de mépris de la part du Grand Conseil vaudois. On est passé devant la commission des pétitions, c'était Julien et moi-même. Moi j'ai assuré le côté plutôt technique, comme je vous ai présenté aujourd'hui, on parle de la LPGA, etc. Tout ça, comment ça se passe. Et après, on nous pose des questions, mais en fait, ouais, vous êtes un peu des excités, ou des déçus du système, ou des choses comme ça. Je veux dire, j'étais sur la casquette d'avocat, pas sur la casquette de père de famille, je suis aussi père de famille, mais ça c'est comme beaucoup de gens finalement. Et puis finalement, dès qu'on souligne quelque chose, on n'ose plus rien dire. Et ça, je trouve quand même assez incroyable. On crée des couches,
c'est une usine à fric qui ne marche pas. Au bout d'un moment, ce qui était très intéressant, que disait madame qui vient de la France, elle parlait de l'aide de crédit, ben ça veut dire que finalement, quand on voit que dans un État ça ne marche pas, on augmente les impôts, on augmente les fonctionnaires, on ne se pose pas la question de la méthode, alors que si on a un raisonnement un peu plus d'entreprise privée, on se dit mais peut-être que si ça ne marche pas, il faudra changer la méthode en ayant une meilleure allocation des ressources. Voilà. Une remise en question claire du fonctionnement qui doit être fait et qui justifie justement, qui n'a pas été fait jusqu'à présent depuis le changement d'acronyme et depuis le rapport Rouillé. Et ce changement-là, il est nécessaire. Ça fait trop d'années que ce système ne fonctionne pas. Il ne fonctionnait déjà pas avant le rapport Rouillé et il ne fonctionne toujours pas après que ce rapport ait été rendu, et il ne fonctionne toujours pas alors qu'on a changé la tête de ce service. Eh ben, il est peut-être temps d'arrêter de cacher la problématique, de la balayer sous le tapis et de se dire qu'il faut la reprendre dans le fond et de réviser le fonctionnement de ce système. Ça inclut bien la DGEJ, mais ça inclut aussi la valeur des rapports de la DGEJ devant la justice et le droit de s'en défendre et d'être contradictoire avec ces rapports. J'aurais aimé faire un petit commentaire. Pour moi, le point de départ de tout cela, c'est ce que disait Lord Acton, à savoir le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et je m'explique. J'aimerais faire un parallèle entre la DGEJ et le droit pénal. C'est peut-être pas très juste, hein, je sais très bien qu'on est au droit civil, mais je pense que c'est parfaitement justifié. La DGEJ, c'est la police, c'est le procureur, c'est le tenancier des prisons. Et je justifie, c'est-à-dire que c'est la police, parce que c'est la DGEJ qui est en charge plus ou moins de l'enquête, c'est le procureur, parce que c'est lui qui va plaider devant le juge de paix pour dire par exemple placement, pas placement, voilà comment va être organisé les droits de visite, etc. Et c'est finalement aussi elle qui tient les prisons, enfin l'équivalent des prisons, c'est-à-dire si par exemple on va jusqu'au maxima ratio, c'est-à-dire si on va jusqu'au placement, c'est également elle qui tient donc les prisons. Et c'est un vrai problème, parce que, au fait, par exemple, un procureur, bien sûr, il a un intérêt à mettre en prison un criminel, mais en fait, il n'aura pas d'intérêt direct à mettre quelqu'un en prison. Alors que la DGEJ, directement, oui, parce que ça renforce son pouvoir personnel, enfin son pouvoir personnel, son pouvoir, disons, structurel en tant qu'organisme. Et c'est, je pense, un vrai problème qui est complètement sous-estimé. Mais c'est parfaitement juste. Je crois que, vraiment, et moi, le deuxième problème que je vois également, c'est que on est dans une procédure secrète. Alors, je sais que ça va jusqu'à la Convention européenne des droits de l'homme, hein, c'est prévu dans la Convention européenne des droits de l'homme, donc on peut pas, je ne sais même pas si on peut vraiment l'éradiquer ici en Suisse, mais il n'empêche que le droit de la famille est une exception du droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de publicité des débats, et donc personne ne peut aller voir vraiment, il y a des choses incroyables qui se passent des fois lors de ces débats, on entend des choses que je dirais que dans aucun autre branche du droit on pourrait imaginer. Eh bien, on entend des choses où les gens sont complètement méprisés, les parents ne sont plus des êtres humains, sont des objets à qui on dit voilà les mesures qu'on va prendre pour vous, pour votre enfant, et puis à la limite vous êtes d'accord, pas d'accord, ça n'a aucune espèce d'importance, on le leur dit pratiquement en audience. Hein. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est complètement sous-estimé, et c'est le nœud du problème, à mon avis, la DGEJ et la justice de paix ont ce pouvoir absolu, et en plus je dirais que le juge de paix a un autre problème, c'est qu'il est presque obligé de croire les rapports, parce qu'il n'a pas les moyens de faire son propre rapport, et donc il est obligé de croire les rapports de la DGEJ, et puis rappelons-le en plus, là on parle de canton de Vaud puisqu'on parle de la DGEJ, le juge de paix est normalement un juge qui a peu de compétences. Je vais dire une chose incroyable, c'est un juge, je crois que c'est 30 000 francs hein, dans le canton de Vaud, il me semble, hein, c'est-à-dire qu'au-delà de 30 000 francs, c'est un autre juge qui est compétent, au civil. Et mais là, pour tout ce qui est placement d'adultes ou d'enfants, il a le pouvoir. C'est-à-dire que le seul droit qu'on a de mettre quelqu'un, de lui retirer sa liberté, c'est soit le pénal, soit c'est la justice de paix. Et c'est dramatique parce qu'on parle finalement d'un juge qui normalement a peu de droits. Et alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ce paradoxe, à savoir que donc c'est un juge qui est finalement considéré comme peu compétent, qui a le pouvoir le plus absolu
sur la vie des gens sans qu'on passe par le pénal. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là et qu'il faudrait vraiment... Je partage pas votre point de vue, c'est un peu aussi ce que j'ai dit par rapport au système, il manque des garanties. Alors par rapport justement à la justice de paix, pourquoi les droits étendus sur les gens par rapport à l'argent, ben, finalement, je vais répondre par une boutade. En Suisse, l'argent a souvent beaucoup plus d'importance que les êtres humains. Et puis, ça, je pense que la réponse est assez juste à ce niveau-là. Et puis ensuite, il faut aussi dire qu'autrefois, des histoires de familles comme ça, c'était extrêmement rare aussi. Donc on avait un peu le juge de paix là-bas, c'était un juge sous un chêne qui était pour faire la paix. C'est historique. Mais juste pour rebondir, je me permettrai quelques secondes sur ce que vient de dire mon époux. Est-ce que justement ce biais à la base, justement qui donne le pouvoir au bureau et en même temps à la police, ne donne justement pas les pleins pouvoirs à la DGEJ pour pouvoir renverser la devise in dubio pro reo et en faire systématiquement la devise in dubio pro dubere. Pro DGEJ. Non mais c'est un peu le problème, justement, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est qu'on a des rapports qui ont valeur d'évangile, qu'on ne met pas en question et qui sont établis en dehors de toute garantie légale du droit d'être entendu. Mais ça viole tous les ça viole tout. Mais c'est un rapport de la DGEJ, c'est bon à mettre à la poubelle à la base parce qu'il n'est pas récolté d'une façon correcte. Je veux dire, j'ai un gros exemple. Si moi je vais en rencontre d'école pour ma fille, par exemple, ça s'est passé il y a une semaine, c'est les notes de la mi-semestre, ça allait très bien, j'ai de la chance. Bon, voilà. On arrive chez la maîtresse, simplement le fait de dire ça allait tout bien, en guillemets, eh ben, on met la date, c'est écrit, ça allait tout bien, signé, monsieur et madame Saint-Saulance, et puis voilà. Mais pour ça, on fait un protocole pour des choses comme ça. Ou simplement pour dire, je fais une opposition dans le droit de la construction, puis je vais la retirer. Je vais au secrétariat communal, au greffe communal ou au greffe municipal en canton de Vaud. Je dis à la secrétaire, je la retire. Alors elle dit, monsieur Truc retire son opposition, c'est signé. Là, on est interrogé sur l'avenir de nos enfants. Purée, il n'y a même pas de protocole qui est tenu. Voilà. Maître, je peux vous poser une question? Monsieur le journaliste. Je me demandais si vous arrivez avec votre demande de démission de Madame Chic, qui est quand même une demande assez radicale. Est-ce que vous estimez que vous arrivez un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire que voilà, il y a ce Maxime qui parle, il y a les deux collègues qui ont parlé, etc. Au contraire, vous évoquiez un petit peu le fait qu'il y a un petit peu un formatage idéologique à l'interne de la DGEJ. Donc, est-ce que vous estimez que vous êtes dans un certain air du temps qui va dans votre sens ou l'inverse ou les deux? Moi je pense qu'il y a quand même un formatage interne auquel il faut mettre fin. Ça ne va simplement plus. Parce qu'on voit, dès qu'on dit quelque chose, il y a quand même des moyens de pression, comme j'y parlais avant, il y a aussi des moyens de pression qu'on fait sur les avocats. Je me dis, là je parle en toute liberté parce qu'au bout d'un moment, j'estime que je dois faire mon travail aussi de garant de l'opinion publique, de la liberté d'expression, mais je prends des risques. Mais après, le problème, il est... et puis aussi, à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi, une fois faire un peu aussi faire sauter le fusible qu'il faut. Quoi. Au bout d'un moment, c'est dire maintenant, ça suffit. Les problèmes que je viens d'expliquer, moi je les ai expliqués avec la science juridique, mais après on a tous les gens qui sont dans le terrain. On arrive tous à la même conclusion. On explique comment sont les procès-verbaux ne sont pas remplis, ne sont pas effectués de manière correcte. On donne les solutions avec l'enregistrement, avec un 5 Natel, ça suffit, il n'y a pas besoin de se faire par tel en tête. Il y a une possibilité, on doit signer des points, mais personne ne le fait. Au bout d'un moment, on fait comment quoi? Je veux dire, c'est pas compliqué. S'il y en avait un véritable manager à la tête de la DGEJ, elle rendrait des rapports qui seraient conformes à la loi, point. Après, on va nous dire que ça demande du travail. C'est faux. Aujourd'hui, on peut très bien rédiger des rapports de façon correcte, assez rapidement. Je veux dire, par exemple, je vois par exemple dans le domaine médical, on peut dicter des choses très importantes à une machine qui retranscrit assez vite, même des mots compliqués. Donc on peut faire la même chose aussi dans le cadre de la DGEJ. Et puis à un moment donné, il y aura un truc très simple. C'est vrai que le PV qui est écrit, c'est quand même toujours ce qui fait fort, mais on garde l'enregistrement jusqu'à ce qu'on ait accepté la retranscription, par exemple. C'est quoi les menaces en tant qu'avocat? C'est quoi les menaces? Autant les parents ont bien compris que souvent on leur disait attention. Alors les menaces, voilà, c'est sur notre patente. L'avocat, c'est quoi la menace qu'on lui ferait? Le fait que si on critique un peu trop, on n'a pas forcément un écrit, mais on a quelques téléphones qui vont nous dire la prochaine fois, on va vous menacer. C'est clairement comme ça, oui. Des collègues? Non, je ne vais pas vous dire qui parce que là je garde quand même, mais je veux dire voilà, il y a des commissions du barreau, vous savez, non mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Maître, j'ai une question pour vous. Faut pas croire que... Oui. Je voulais juste dire quelque chose, c'est possible après. Oui, voilà, moi je suis un cas d'école encore une fois. J'ai un permis B de 5 ans. Est-ce que ça vous arrive ici? Je suis dans le canton de Vaud, mais je n'arrive pas à récupérer mon dossier et à le donner au tribunal civil compétent. Est-ce qu'à l'inverse, le canton de Vaud détient souvent ces dossiers qui les incombent, ou bien les cantons collaborent ensemble pour éviter qu'un dossier qui a été dénoncé, qui entache l'État, sorte du canton? Parce que moi c'est mon cas, vous voyez. Moi je suis résidente à Montreux, un permis B, j'ai une société, les rapports lacunaires disent au contraire, et je dois parler à madame la présidente à la Chaux-de-Fonds. Non. C'est incroyable, hein. Alors j'ai fait une demande d'agir, parce qu'elle m'a privé d'agir. C'est le droit de consultation du dossier. Oui. En fait, c'est l'anarchie totale partout, ou bien. Vous demandez une copie du dossier, c'est l'anarchie totale. Vous pouvez aller demander, vous pouvez aller vous consulter le dossier au tribunal, prélever les photocopies à 4 francs. Non, mais c'est un peu ça, c'est clair. Mais après, l'autre solution, c'est que vous avez votre avocat qui dit je veux voir le dossier, il peut aller le chercher et le photocopier. Mais quand un tribunal il rationne l'OSI, il est incompétent territorialement. Normalement, moi je devrais parler à Vevey. Non, normalement c'est bon. Ouais, ben voilà, ça c'est l'enfance en Suisse. Vous voyez. Mais le problème que vous avez, il y a aussi une observation très intéressante qui a été faite auparavant, puis là je me suis donné, on dit toujours on n'a pas le droit, quand on veut savoir qu'est-ce qui a été dit par les parents. Ah mais ça c'est mes notes personnelles. Ah oui, c'est rapport erroné. Mais ça c'est faux. On ne peut pas avoir des notes personnelles sur une audition d'un parent, point. Ça doit être, ça, si on veut, je veux dire à un moment donné, par exemple en droit pénal, l'analogie est parfaite, c'est de dire en droit pénal on ne peut pas dire ah mais tiens, je veux dire le policier X dit mais monsieur m'a dit ça. Non. Si tant que c'est pas dans un procès verbal, il l'a pas dit, c'est tout. Ça doit être signé par le prévenu puis fini quoi. Ou par le témoin. Enfin. Il y a un monsieur avant qui a dit que a parlé de la justice de paix en disant que en général ils n'ont pas le temps de relire les dossiers et ils se basent sur ce que la DGEJ a dit. Merci. Moi j'ai eu beaucoup de chance après la séquestration du CHUV que la dame du DGEJ était malgré tout quand même super gentille et a donné un super bon rapport au DGEJ, à la justice de paix. Sinon je pense que j'en serais toujours au point des traces. Ils ont secoué la petite à la naissance et ils ont accusé mon mari de kidnapping devant les deux C'est pitoyable, hein. Où on démontrait point par point des preuves contradictoires aux écrits du rapport, et l'assistante sociale de la DGEJ de la protection des mineurs nous a répondu oui, mais moi je suis assistante sociale de protection des mineurs, j'ai le droit de ne pas dire la vérité. Elle nous l'a dit texto, avec Julien Duras comme personne de confiance dans la salle et comme témoin. Et il y avait encore un deuxième témoin dans la salle quand l'assistante sociale l'a dit. Il faut... Mais monsieur est toujours là et c'est toujours enregistré. C'est ce qui se passe lorsque vous contredisez. Je suis monté jusqu'à Cesla Amarel pour contredire un rapport de la DGEJ. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer alors qu'elle était encore conseillère d'État. Donc, à un certain moment, il faut comprendre que oui, la DGEJ se donne des droits de dire n'importe quoi et de continuer à détruire des familles, détruire des personnes, détruire des parents, détruire des relations entre parents et enfants, juste parce qu'ils ont décidé de soutenir une personne. Y a-t-il, à l'heure actuelle, alors que nous sommes de nombreux parents à contester les mêmes choses et que nos rapports à nous, analytiques des dysfonctionnements de DGEJ et autres, mentionnent exactement la même systémique absolument partout, un moyen de faire, on va dire mutatis mutandis, la même chose que ce qui s'est passé pour Madame Sommaruga, c'est-à-dire une indemnisation des cas ou systémiser tout cela en disant clairement qu'il y a abus et que les placements sont abusifs. Si vous démontrez l'abus, il y a la possibilité de faire de responsabilité contre l'État, hein, théoriquement. Non, mais combien d'années? Non, mais dans quelques années. Ouais, mais collectivement,
y a-t-il un moyen d'arriver à craquer ce plafond de cristal? Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est multiplier des conférences de presse comme ça. Le but, c'est d'aller dans tous les cantons. Je veux dire, à un moment donné, moi je viens exprès du canton de Fribourg parce que à un moment donné, le but, c'est aussi de faire boule de neige. Ce que je vois, par exemple, aussi, je le dis volontiers, aussi, on voit des accointances dans certaines personnes qu'on engage. On avait une personne problématique dans le canton de Fribourg qui a été engagée, qu'on a mis très fort opportunément sous la touche avec une espèce de retraite anticipée. Il a été engagé dans le canton de Vaud par la suite. J'en ai averti Madame Chic, elle n'a rien fait jusqu'à ce jour, et cette personne est toujours en place. Elle est un éducateur qui est dangereux, qui a menti dans des rapports dans notre canton, etc. Voilà, c'est comme ça. Les chaises musicales. Donc à un moment donné, c'est là qu'est le problème. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut aussi s'attaquer plutôt aux personnes qu'au système. C'est que le système est mal servi, à mon avis. Voilà. Et il faut rabâcher, puis peut-être qu'au bout d'un moment, ça va finir par remonter. Parce que le problème qu'on a, la façon qu'ont ces gens de se défendre, en fait, c'est toujours la même dialectique, c'est de dire, vous avez affaire à des excités qui sont complotistes, etc. Et puis à un moment donné, c'est de toute façon, on travaille toujours dans le conflit, donc c'est normal que les gens ne sont pas contents, et puis c'est comme ça, donc on est des gens qui sont à problème. Et quand on voit qu'on est entouré de plus en plus de gens qui n'ont pas du tout de problème, qui ont une bonne situation socio-professionnelle, ils ne sont pas tous des pervers narcissiques à la maison, quoi, je veux dire. Donc au bout d'un moment, ça ne tient pas la route, et c'est pour ça qu'il faut accumuler les expériences pour aller à l'encontre de cette dialectique qui est soutenue. Et puis en plus, quand on parle toujours, on travaille dans le conflit, c'est normal que les gens soient tous mécontents et tout. Alors moi je vais citer un joli exemple, c'est celui de mon papa qui était président de tribunal, qui rencontrait une fois un client en allant faire ses commissions à la Migros de local, et puis qui l'approche, ah c'était vous qui étiez mon juge, oui c'est juste, ouais. Alors moi je voulais vous remercier parce que ça a été sévère mais juste, mais ça m'a remis sur le droit chemin. Donc quand les gens ont une bonne intervention sociale, parce que le juge a aussi une intervention sociale, ils sont aussi conscients, ils ne sont pas stupides. Si vous avez un papa qui était alcoolique, on lui dit maintenant ça suffit, t'arrêtes de boire si tu veux voir tes enfants, bah, il va remercier qu'on a fait une bonne intervention. C'est logique. Voilà. Bon, voilà, je crois qu'on va mettre un terme à cette conférence. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, vos témoignages. Et puis, ben voilà, on espère que le message va passer. Enfin, en tout cas, elle a passé, hein, ça c'est sûr. Et on verra par la suite quel est le résultat. Quoi qu'il en soit, moi je vous encourage on a toujours besoin de membres, hein, alors venez, adhérez, et puis voilà. Et puis comme ça vous pouvez suivre l'actualité. Merci beaucoup.